Chers amis, bien le bonjour. Un membre de mon canal Telegram m'a passé un document, je le salue, je le remercie, avec les 20 erreurs d'investissement les plus communes. On va les regarder ensemble et je vous dirai de façon tout à fait transparente si je commets ces erreurs ou pas. Il y a peut-être même des fois où je mettrai en doute le fait qu'il s'agit ou non d'une erreur. On se plonge là-dedans et faites-en de même dans les commentaires. Vous voyez, elles sont numérotées, donc vous me dites dans les commentaires si vous faites certaines de ces erreurs. Alors, première erreur, attendre trop. Attendre trop, ils expliquent que si on a des espoirs raisonnables sur les retours d'investissement qu'on va avoir, on prend moins de risques de se planter. Alors ça, je suis d'accord que c'est une erreur et j'évite de commettre cette erreur. Je peux commettre cette erreur, vous savez, des fois, quand je vois des rendements aux alentours de 10%, je me dis c'est cool, etc. Il y a des produits qui proposent effectivement du 10%, mais c'est parfois quand même assez exceptionnel et puis on n'est jamais sûr que ça va durer sur le long terme, mais quand je vois certaines personnes qui sont rentrées dans l'investissement par le biais des cryptos, bah, ils ont plus une vision de joueurs de casino que d'investisseurs, des trucs du type, oui, la vie est trop courte pour faire du 7% par an, etc. Moi, je veux faire du 100, du plus 100, ma nouvelle petite crypto, t'inquiète, ça va monter. Donc effectivement, il faut faire attention à ça, parce que le résultat d'avoir des attentes trop élevées, eh bien, c'est finalement de sous-performer le marché. Deuxième erreur, ne pas avoir de but d'investissement. Ça, c'est vrai qu'au tout début de mon parcours dans l'investissement, je savais pas en fait quel genre d'investisseur j'étais avant de découvrir l'investissement dans les dividendes, et c'est parce que je ne savais pas quel type d'investisseur j'étais et que j'avais pas d'objectif que j'ai acheté des bêtises que j'ai revendues dans la suite, etc. Donc c'était pas génial, et donc c'est important de clarifier ses objectifs et d'avoir une stratégie qui est alignée avec ça. Et moi, je considère que mon objectif, c'est de me constituer un flux continu de revenus passifs sans pour autant négliger l'appréciation du capital. Donc très important vous aussi de savoir pourquoi vous investissez, quel est votre objectif. Troisième erreur, ne pas se diversifier. Et là on peut en discuter, pour moi c'est un débat parce que sous couvert de se diversifier, on peut se retrouver à avoir des bouses qui nous poussent à sous-performer le marché. Alors après, je pense que je suis hyper diversifié, hein, mais pour moi ce qui est important, c'est de bien réaliser que la diversification, c'est les ETF. Et là, j'ai trop d'ETF en fait. Si j'ai tous ces ETF, c'est parce que ça me permet d'avoir plus de jours où j'ai des dividendes qui tombent. Mais en vrai, se diversifier, c'est prendre un ETF diversifié. C'est pas multiplier les ETF en portefeuille, ça n'a pas beaucoup de sens. Sauf si on a une stratégie de revenus comme moi. Par contre, la partie action de mon portefeuille, je considère qu'elle est hyper concentrée, hein. Je sais pourquoi j'ai chacune de ces entreprises dans mon portefeuille. Je sais quel rôle elles jouent. Et je vais pas commencer à multiplier les positions de mon portefeuille pour espérer avoir un surplus de diversification, etc. Non, la meilleure sécurité dans un portefeuille, c'est de connaître les entreprises qu'on a en portefeuille, c'est d'acheter de bonnes entreprises, et pour ça, si on en a trop, on les connaît pas. Alors, erreur de se focaliser sur le court terme, ça d'accord, je développe pas, je suis assez d'accord avec ça. Buying high and selling low, ça c'est pareil. Est-ce que c'est une erreur d'investissement? Parce que l'erreur, c'est de laisser courir ses pertes et de couper la tête de ses vainqueurs. Donc, et quand vous regardez les approches d'investissement, l'approche momentum, ça se tient. Et l'approche momentum, c'est justement quand vous avez une entreprise qui commence à se casser la figure dans votre portefeuille, ça s'en va. Et quand vous avez des entreprises qui commencent à cartonner dans votre portefeuille, vous allez les renforcer. Donc toujours garder à l'esprit que votre objectif, c'est pas de couper les roses et d'arroser les mauvaises herbes. Donc moi, je fais attention à ce genre d'idées. Tant qu'à faire, une fois que j'ai mon portefeuille qui est bien constitué, le jour où je mets une petite cartouche, je vais essayer de renforcer plutôt les parties de mon portefeuille qui ont le plus baissé. Mais des fois, je vais également me dire, tiens, il y a une partie de mon portefeuille là ça fait longtemps que cette entreprise est en train de sous-performer. Il est peut-être temps de m'en séparer pour remettre l'argent vers quelque chose qui performe mieux. Donc attention avec ces grands principes. Trading too much, ça on est d'accord. Paying too much fees, c'est pareil avec le trading, sachant que faut aussi faire attention aux fameux courtiers sans frais, parce que si les courtiers sont sans frais, ça veut dire qu'il y a des frais cachés, donc faites attention à ça. L'idée, c'est plutôt d'avoir un courtier qui est sérieux, qui a pas de frais cachés, et moi ça m'embête pas de payer 1 ou 2 euros de frais sur les ordres que je passe, parce que j'essaie de passer des ordres de 5, 600, 800 euros, et dites-vous que les gens riches, c'est ce qu'ils font. Les gens riches, ils regardent
regardent d'abord le courtier qu'ils ont. Ils veulent avoir un courtier sérieux, ils veulent avoir un courtier qui leur permet de mettre une grosse partie de leur argent. Ils cherchent pas un courtier qui leur fait croire qu'on peut investir 10 euros. Voilà. Quand vous investissez 10 euros, vous pouvez être sûr que vous mangez du spread et des frais cachés. Donc l'objectif, c'est de mettre de temps en temps une petite cartouche sur votre portefeuille en la sélectionnant bien et en évitant comme ça de vous dire que vous allez mettre 1 euro sans payer de frais, ça n'a pas de sens. Alors, se focaliser trop sur les taxes, d'accord, je suis assez d'accord avec ça. En fait, ma stratégie, je la fais pas dans un but d'éviter les taxes. J'ai d'abord défini quelle était ma stratégie et bah ouais, d'accord, je me paye une taxe quand je touche un dividende, mais c'est comme ça. C'est pas ça qui va faire que je vais changer de stratégie. Après, voilà, pour moi, ça dépend vraiment des priorités des gens. Hein. S'il y a des gens qui ne supportent pas de payer de taxes, et je les comprends tout à fait, bah voilà, et qui font leur stratégie en fonction de ça, ma foi, c'est pas stupide. Alors, ne pas faire de revue de notre portefeuille régulièrement. Oui, ça, je pense que c'est une assez bonne idée. De temps en temps, moi, les revues que j'aime bien faire sur mon portefeuille, c'est peut-être une fois tous les 6 mois. Je regarde l'allocation et je regarde, j'essaie d'avoir une idée précise de quelle est la part que j'ai en ETF, quelle est la part que j'ai en actions et quelle est la part j'ai dans des boîtes de rendement et quelle est la part que j'ai dans des boîtes de croissance. Et ça me permet après de corriger ce qui doit l'être. Parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est vraiment de concilier les deux piliers. Un revenu passif qui grandit et une appréciation du capital. Alors, ne pas comprendre le risque. Moi, j'ai l'impression que je suis hyper risque averse, donc j'ai pas cette difficulté de vouloir prendre trop de risques. Je suis peut-être allé un peu trop loin là il y a quelques temps avec les options, mais j'avais toujours une idée assez claire de ce que je pouvais perdre au maximum, donc je pense que c'est important. Ne pas connaître votre performance. Effectivement, je trouve que c'est très important le fait de savoir que mon portefeuille jusqu'à présent, il a fait plutôt quelque chose aux alentours de 6,5% par an. Bah, je sais que je sous-performe un petit peu ce que je pourrais avoir si j'avais investi seulement dans le SP500. Mais d'un autre côté, j'ai un portefeuille qui a un niveau de distribution qui est peut-être plus intéressant que celui du SP500. Donc très important en fait de pas être surpris, de pas croire qu'on est une superstar alors qu'en fait on est en train de sous-performer. Et si vous sous-performez, comprendre pourquoi. Alors réagir aux médias. Moi, j'aime bien réagir aux médias parce que c'est une chaîne business and news, mais je prends pas de décision d'investissement en fonction des médias, donc ça, c'est assez important. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de vous créer quelque chose comme une bulle de calme, d'optimisme et de vision de long terme pour que vous fassiez pas avoir par les médias qui prévoient l'apocalypse tous les 4 matins. Oubliez l'inflation. Effectivement, il faut savoir que un bon rendement de votre portefeuille, c'est un rendement qui prend en compte l'inflation et votre objectif, c'est de battre l'inflation. Essayez de timer le marché. Ça, j'ai jamais essayé de timer le marché. Et si je devais faire en fait la liste des moments où je suis bien rentré sur des boîtes et des moments où je suis mal rentré sur des boîtes, c'est 50-50. Ne pas faire de due diligence. Donc la due diligence, pour moi, c'est très important et il y a 2 piliers d'une bonne due diligence. La première, c'est d'aller regarder les finances des entreprises dans lesquelles vous investissez et la deuxième, c'est de lire les rapports annuels des entreprises dans lesquelles vous investissez, au moins avoir une idée de la stratégie de l'entreprise, avoir une idée des risques de l'entreprise, comme ça avec ça vous êtes à peu près couvert. Il y a une fois où j'ai fait une petite bêtise dans mon portefeuille, ça c'est le portefeuille alpha et encore ça s'est pas mal fini, mais j'avais une entreprise qui s'appelait en énergie qui s'appelait je crois Valco Énergie et c'est une entreprise qui avait une grosse partie de son activité au Gabon. Et le jour où il y a eu un coup d'État au Gabon, l'entreprise a perdu quelque chose comme 25% dans la journée, et c'est une toute petite boîte. Et donc quand vous avez des boîtes qui sont petites et que vous n'avez pas une très bonne idée de ce qui se passe, ça peut faire un peu flipper. Et en fait, le lendemain, l'entreprise avait repris ce qu'elle avait perdu, mais cette réaction, c'était lié au fait qu'il y avait beaucoup de gens, je pense, qui étaient dans ma situation, où on a attendu de savoir que les activités en fait de l'entreprise étaient offshore, qu'elles n'étaient pas menacées, etc. Donc quand vous êtes sur des petites entreprises et que vous n'avez pas confiance du fait qu'elles sont hyper dépendantes d'un truc et que ce truc peut partir en vrille, il faut faire attention à ça. Travailler avec le mauvais conseiller, alors ça, Dieu m'en garde, je n'ai pas de conseiller.
Investir avec les émotions, ouais, ça c'est quelque chose, je ne crois pas être sujet à ce biais. Chasser le rendement, ça peut m'arriver, mais en fait je le fais jamais au détriment de... Enfin voilà, quand je vois qu'une boîte offre un très bon rendement, mon premier réflexe c'est de regarder si c'est pas une boîte qui se casse la figure. Si vous prenez les boîtes à très haut rendement de mon portefeuille, vous avez Ares Capital, donc celle-là je l'ai choisie parce qu'elle avait un bon rendement, mais si vous voulez, ce qui est intéressant c'est ça, quand vous voyez la courbe sur le long terme, bah, c'est une entreprise qui fait son travail. Elle vous verse un dividende qui est à près de 10%, et pourtant le cours ne se casse pas la figure, donc c'est exactement ça qu'on a envie d'avoir. On a envie d'avoir une boîte qui nous verse un dividende généreux et qui dans le même temps protège votre capital. Donc je regarde toujours les deux, parce que vous avez effectivement des boîtes qui vont être des boîtes très orientées rendement, et vous réalisez que le rendement élevé, ça vient du fait que le cours s'est cassé la figure. Donc il faut éviter ça. Neglecting to start, ça effectivement pour moi c'est la toute première erreur d'investissement. La toute première investissement, c'est de ne pas commencer à investir et ne pas contrôler ce que vous pouvez contrôler. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Donc ce qu'on peut contrôler, c'est l'argent qu'on est capable d'investir, et donc effectivement, il faut progresser là-dessus. Bah écoutez, ça me semble être d'assez bons conseils. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir sans faire d'erreur, eh bien vous avez cette vidéo, le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, et grâce à mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, je viens de publier, je vous l'avais dit, une nouvelle vidéo sur la page Patreon, une vidéo dans laquelle je vous fais le bilan des revenus de la micro-entreprise que j'ai créée, qui est associée à cette chaîne YouTube. Et pourquoi je fais ces vidéos bilan? C'est pour vous montrer que c'est possible de créer un petit side business qui vous permet d'augmenter des revenus et donc d'avoir plus à investir. Et ces bilans, ce n'est qu'une partie des publications que vous avez sur la page Patreon. Les autres publications que vous avez sur cette page Patreon, ce sont les FAQ où je prends le temps de répondre à toutes vos questions en vidéo, les mini-guides, vous pouvez me suggérer des thèmes sur lesquels vous voulez que je développe, et je vous fais un petit manuel qui vous permet de progresser sur le sujet. Et vous avez également le portefeuille alpha où je documente un autre portefeuille d'actions américaines que j'ai construit avec également une stratégie d'options, et j'ai bientôt faire mon investissement du mois dans ce portefeuille. Donc si vous voulez plus de contenu sur la finance et plus d'interaction, eh bien ça se passe sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.